Et je mène cet entretien avec Alexandre de Galzin. François Bousquet, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous représente rapidement. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, évidemment, et puis directeur de la Nouvelle Librairie. Et vous publiez donc aujourd'hui, je crois, c'est la sortie. Ça sort aujourd'hui. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, chers auditeurs. Donc, vous pouvez désormais vous précipiter dans toutes les meilleures librairies pour vous le procurer. François Bousquet, ce livre tombe à pic puisque toutes les polémiques autour du racisme anti-blanc ont ressurgi avec donc notamment des archives de l'affaire Crépol qui sont ressorties récemment dans la presse. C'était prévu? Vous avez profité d'un heureux hasard? Non, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. J'avais déjà fait un reportage dans Éléments il y a un peu plus de 6 mois sur ce sujet-là. Le problème majeur de ce sujet-là, c'est le recueil des témoignages. Parce que les témoins ont peur de perdre leur travail, ont peur de s'afficher, ont peur de porter plainte. Non seulement il y a une sous-déclaration de ce phénomène de racisme anti-blanc, mais il y a même plus largement une non-déclaration de ce phénomène. Chacun dans nos entourages respectifs avons des amis qui ont été confrontés à la question du racisme anti-blanc, certains sous la forme d'insultes, mais d'autres sous des formes beaucoup plus graves, de discrimination, de violences verbales et physiques. Bref, des garçons ou des filles qui ont été molestés, certaines filles ont même été violées. Alors oui, il y a un alignement des planètes, il se trouve que Crépol, j'en parle dans le bouquin, il y a 9 témoins sur 104, on le sait depuis longtemps déjà, qui affirment, et des témoins proche de Thomas, qui affirme qu'il y avait un caractère raciste, donc une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'instruction. Les rapports de gendarmes attestent également de ce phénomène-là. Il y a même une vidéo sur Internet où on voit très clairement un putain de Guer, donc un putain de blanc, une vidéo, donc la bande son d'une vidéo de la caméra d'un téléphone où on entend donc putain de blanc, j'emploie le terme tel qu'il s'exprime. Attention, ça plante. Donc tout ça fait que oui, on commence depuis quelques mois, et Crépol a été un phénomène d'accélération, le mur du silence. Le mur du silence est en train un petit peu de se fissurer, mais qu'un tout petit peu. Moi, ce que je montre dans le bouquin, c'est un recueil il y a 40 témoignages, mais il y a également une généalogie de ce phénomène-là. Moi, j'ai des témoins qui me font part de phénomènes de racisme anti-blanc dans le cadre scolaire, principalement, il y a déjà 30 ans. Donc, c'est un phénomène souterrain qui passe sous les écrans radars, furtif, qu'on ne veut pas voir, mais qui est une réalité, à mon sens, massive, aussi massive qu'occultée. Il y a très peu de travaux sur le sujet, c'en est presque fascinant. La bibliographie est quasiment vide, il y a rien. Il y a eu un recueil par un sociologue, Tariq Yildiz, de 3 ou 4 témoignages, pas plus, qui avait paru sur le Bondi Blog il y a 15 ans, ce qui permet aux chercheurs de s'abriter derrière l'argument absolument faux, et tout à fait contestable, bref, un sophisme. Il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y a pas d'enquête sur le sujet. Donc j'ai voulu vraiment faire une enquête avec des témoignages crus, vifs, certains accablants, voire même bouleversants, par des garçons et des filles qui ont vraiment morflé dans le cadre scolaire principalement, mais pas seulement, dans la rue, sur les stades, et dire aux sociologues, à force de dire que c'est un non-objet sociologique, vous avez fini par effacer les traces du crime. Alors, le crime, il y a, et je le redis, ce crime est massif. On a une seule enquête, en réalité, une seule. L'INED, les démographes ne s'approchent pas sans terreur de cette question du racisme anti-blanc. On a une seule étude qui a été copilotée par l'INED et l'INSEE en 2008-2009, sur un échantillon assez large, donc c'est des enquêtes qualitatives de l'INSEE, même si ça a été repris ensuite, c'est une commande de l'INED, sur un échantillon d'un peu plus de 20 000 personnes, où il apparaît. Mais tout ça a été masqué, magnifiquement masqué, où il apparaît qu'un Français sur 7 déclare avoir été victime de racisme anti-blanc. Donc on parle du groupe majoritaire, c'est le groupe blanc en réalité, mais l'INSEE n'ose pas dire que c'est un groupe blanc, mais c'est le groupe blanc de fait. Mais quand vous regardez dans le détail l'analyse, il y a un Français sur 4 des catégories du groupe majoritaire, donc blanc, paupérisé, qui a été victime du racisme. Donc c'est énorme, vous vous rendez compte, un Français sur 4. Vous prenez la population française, vous la divisez par 4, et vous arrivez sur 15 millions à peu près. 15 millions de Français, surtout dans les catégories populaires, ont été victimes de racisme anti-blanc. Alors on nous explique que ça n'existe pas, que c'est un fantasme d'extrême droite, que c'est une légende urbaine, que c'est un truc de complotiste. Non, c'est un phénomène lourd, massif. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce qu'en fait on est déjà dans la culpabilisation du discours qu'aujourd'hui ceux qui en sont victimes ont peur de témoigner? Vous avez parlé aussi de la terreur des démographes qui pourraient se pencher sur le sujet. D'où elle vient cette peur?
Parce que c'est comme disait Finkielkraut, le communisme du XXIe siècle, c'est l'antiracisme, la vraie religion de notre temps. C'est une religion séculière, certes, hein, mais c'est l'antiracisme. Donc les victimes sont deux fois victimes, c'est vraiment la double peine pour elles. Hein. Pourquoi? Parce que non seulement dans le cadre scolaire, elles sont harcelées, racketées, battues, hein, je dis bien battues de manière récurrente hein, pendant des années. Sous le regard d'une institution complice, hein, parce qu'elle ne les dénonce pas. Donc, non, d'un, ils sont victimes, et de deux, ils ne peuvent pas faire état. Parce que le racisme est forcément à sens unique. Hein. Oui. Le racisme est forcément l'emprise du blanc sur le minoritaire. Hein. Et c'est quelque chose de systémique. Alors c'est quelque chose de systémique, ça nous vient des États-Unis, cette notion de racisme systémique qui est complètement délirante, hein, qui est contredite par les faits, lourdement, massivement. Il n'y a pas un seul cas de lynchage ou de ratonnade anti-noir ou anti-arabe en France. Or, on peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le racisme systémique. Alors le racisme systémique, c'est une notion qui nous vient des États-Unis, qu'on a importé en France de manière malencontreuse et en Europe, hein, avec des histoires radicalement différentes. Hein. Il y a une question raciale aux États-Unis qui travaille le corps social et l'imaginaire américain depuis 3 siècles. Hein. C'est pas le cas en France. Hein. En France, les minorités qu'on a pu persécuter, c'est les minorités bretonnes, basques. C'est la Révolution française qui les a persécutées. La superstition par le bas breton. Mais c'est pas des minorités dites racisées. Or, on a importé ce concept de racisme systémique qui postule hein, que la société est structurée par un racisme furtif, invisible, hein, mais omniprésent, que nous sommes tous racistes sans le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, que c'est un racisme qui n'est plus intentionnel, hein, tel qu'il pouvait être par le passé, c'est-à-dire un racisme caractérisé, mais c'est un racisme qui est institutionnel, hein, qu'il y a un salaire de la blancheur, que perçoivent tous les Blancs. Tous les Blancs, par le simple fait qu'ils sont Blancs, d'où le privilège blanc, fait qu'ils bénéficient d'un avantage systémique par rapport aux racisés. Voilà la définition du racisme systémique. Hein. Qui est très paradoxal dans un monde, dans un pays comme la France, qui est confronté à une immigration extra-européenne depuis 50 ans. Donc c'est très récent, l'immigration extra-européenne. Hein. Donc on pourrait imaginer qu'il serait logique qu'il y ait un privilège blanc en France, ce qui n'est pas le cas. Comme il y a un privilège noir en Afrique, hein, ce qui est le cas pour le coup. Mais ça n'est vraiment pas le cas. Je pense qu'au contraire, nous, notre société est structurée par un antiracisme systémique. Hein. Et dans le livre, je vais même un peu plus loin. Je pense qu'il y a même un racisme anti-blanc systémique. Hein. Et j'essaie de le prouver à partir des exemples concrets dans des univers qui ont été grand remplacés. Lesquels hein, dans les banlieues, dans les quartiers populaires des grandes villes. Hein. De fait, ce n'est plus l'imaginaire blanc qui domine les comportements. C'est le blanc il est minoritaire. Moi, j'ai des témoignages à Vigneux-sur-Seine, à Clichy, à Argenteuil, un peu partout dans la grande, petite et grande couronne parisienne. Hein. L'imaginaire blanc, je ne parle même pas du blanc, l'imaginaire blanc est sous contrôle et sous dépendance hein, d'une population immigrée. Et on assiste à des phénomènes d'assimilation à l'envers. Ça aussi, c'est un angle mort, l'assimilation à l'envers. On n'arrive pas à voir hein, que cette question du racisme anti-blanc pousse, et je ne vais pas les accabler, hein, les catégories populaires dans les quartiers qui ont été, où il y a une présence migratoire très très forte, hein, à épouser les codes dominants. Et les codes dominants, ce sont en général les codes des racailles hein, ou les codes de l'islam, du califat ou de la charia de la Caïra, ce que j'appelle la charia de la Caïra. Donc il y a beaucoup de gens victimes de racisme anti-blanc qui ne pourront jamais faire leur outing, pardonnez-moi, je recourir à un anglicisme, hein, qui ne pourront jamais en révéler la teneur. Hein. Je pense à Franck Ribéry, puisqu'ils ont fait le choix d'épouser la culture qui les domine dans l'univers qui est le leur, en l'occurrence dans cette France périphérique et populaire. Hein. Pour survivre socialement et parfois même physiquement. Pour survivre, vous n'avez pas d'autre choix que de vous fondre dans la masse. Hein. Moi, j'ai 4 témoignages. Pour moi, les plus terribles. Hein. Une fille hein, qui a été victime ça dépasse le cas du harcèlement, hein, qui a été martyrisée pendant 2 ans à Vigneux-sur-Seine. Hein. 2 blancs dans un collège où il y a 500 deux blancs. Je crois une douzaine de blancs et 2 dans sa classe une fois. Martyrisée, elle n'a pas d'autre recours que de se politiser et de se radicaliser. Et ensuite, j'ai quelques autres témoignages aux Ulysses, à Évry. Évry, c'est, rappelez-vous, Manuel Valls, hein, il n'y a pas de blancos, il n'y a pas de white. Il faut toujours euphémiser cette question-là. C'est perçu comme blanc, il faut toujours tenir à distance. Hein, comme le tétragramme biblique, hein, c'est l'interdit majeur, cette question-là. Pourtant, elle travaille le corps social. Hein. Ils n'ont pas d'autre solution que en tout cas chez les garçons, que de devenir violents. Rien ne me prédisposait à découvrir l'univers skinhead, hein, mais j'ai compris à
travers quelques témoignages, 3 de garçons qui n'avaient pas d'autre choix que de devenir ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire de s'opposer à la culture dominante, racaillisée ou islamisée, et donc évidemment d'aller au carton, de se confronter violemment. Sans ça, c'est l'assimilation à l'envers, et vous vous pliez, vous vous fondez dans un univers islamisé. Et alors, on comprend derrière vos propos qu'il y a un peu 2 ou 3 racismes différents qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un racisme qui est celui dont vous avez parlé, le racisme systémique, qui est aujourd'hui un peu la matrice idéologique de la gauche antiraciste, donc à partir de LFI, je pense, peut-être même d'Europe Écologie Les Verts. Et d'un autre côté, il y a une sorte, on a l'impression de grands blocs qui iraient du Parti Socialiste jusqu'au RN, dans lequel en fait on serait plus ou moins universaliste, on aurait plus ou moins la matrice des Lumières, et on considérerait qu'en fait à partir du moment où on considère quelqu'un selon sa couleur de peau, c'est du racisme. Est-ce que quelque part limiter le racisme à des actes individuels, c'est pas aussi limité? C'est-à-dire que je dis pas forcément que le racisme systémique existerait, mais théoriquement, un racisme systémique peut exister. C'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas en Afrique même c'était le cas en Afrique du Sud, c'est le cas en Afrique du Sud toujours aujourd'hui, et c'est le cas en Afrique en général. Est-ce que il n'y a pas un phénomène sociologique et structurel quelque part qui englobe aussi d'une certaine façon la question du racisme? Cette question-là, elle est problématique, la question du racisme. Le périmètre du racisme, c'est très élargi sur 150 ans. Rappelons sommairement les premières définitions du racisme. Elles sont pseudo-scientifiques, prodo ou parascientifiques, comme vous voulez. Et elles postulaient des inégalités fondées sur des inégalités raciales. C'est le racisme du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe. À partir du milieu du XXe et au sortir des camps de la mort, Lévi-Strauss et d'autres ont redéfini la question du racisme sur des bases plus culturelles. Donc on peut postuler que le racisme a quand même néanmoins, on est obligé de circonscrire le champ du racisme, sinon on ne sait plus de quoi on parle. C'est le problème du racisme systémique. En circonscrivant ce champ du racisme, soit de deux choses l'une, c'est des inégalités raciales ou culturelles, mais si c'est du racisme systémique, c'est une notion qui est très problématique. Moi, par définition, qu'il y ait une domination blanche en Europe, c'est légitime. L'Europe est un continent mono-ethnique. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est pour ça que je dis que ça les travaille là-bas en profondeur, pas chez nous. Mais cette domination-là nous est contestée. Elle nous est contestée depuis SOS Racisme, depuis les années 1980. Mais en parlant de domination, vous voulez dire que théoriquement, la France devrait être un État de raciste de manière systémique? Non, on s'est pas compris. C'est que vraiment, je suis Lévi-Straussien. Il y a 2 Lévi-Strauss. Le dernier Lévi-Strauss nous rappelle l'évidence. Autour de cette table, il y a 4 blancs. Il y a pas 2 blancs et 3 noirs. C'est que le même va avec le même. Par définition, c'est ainsi fait. Je veux dire, même dans les catégories populaires, c'est l'idée de mixité sociale, raciale est une imposture démentie par les faits. Vous vous promenez à Paris par une population qui relève du gauchisme culturel, qui n'a que le mot mixité, la mixité sociale, alors qu'il ne pense qu'à mixité raciale. C'est encore l'interdit et le non-dit majeur. Regardez les terrasses de café, c'en est fascinant. C'est uniforme, monochrone. Donc il faut lever tous les faux-semblants, toutes les hypocrisies qui entourent ces questions-là, et regarder les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, et telles qu'elles sont, la sagesse populaire des nations, la sagesse populaire des nations, de toutes les nations. Vous prenez même les psaumes, donc c'est dans l'Ancien Testament, c'est que le même va avec le même. J'y peux rien, c'est ainsi. Donc nous expliquer qu'il n'y a pas assez de représentativité sur ce plateau, par exemple, ce que pourrait faire l'ARCOM, parce que l'ARCOM a le droit de le faire. On est en parité déjà. Non, l'ARCOM a le droit de le faire, parce que les statistiques indiquent sont autorisées en France, en vérité. Elles sont autorisées. L'ARCOM parle de catégories non pas ethniques, mais du perçu comme blanc, comme noir, comme jaune. En gros, quand les populations, les minorités visibles sont sous-représentées dans un univers, on a le droit de le dire. C'est ce que fait l'ARCOM avec la télévision. L'ARCOM ne fait que ça à la télévision. Or, quand Éric Zemmour pointe les déséquilibres démographiques dans l'univers carcéral, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de dire que dans les prisons, il n'y a pas assez de blancs. Pour ne pas dire qu'il y a trop d'autres populations. Moi, je crois qu'il faut qu'on lève qu'on arrête de faire semblant qu'on peut créer une société multiculturelle qui est vraiment le fantasme absolu de nos sociétés. C'est un fantasme de nature religieuse. Or, ça ne marche pas. Ça débouche en permanence sur la guerre civile. J'ai eu l'occasion de voir de près et d'en parler souvent sur les ondes de Radio Courtoisie dans les années 90. Les conflits balkaniques nous montrent que même au sein de populations
ethniquement homogène. Ce qui est le cas, en tout cas, des Serbes, des Croates, mais aussi des Albanais. Ça ne fonctionne pas. En Yougoslavie, il y a 22 millions d'habitants en 1990. 2 500 000 couples mixtes. Tout ça explose. Je parle de la Yougoslavie, pas du Liban, pas d'une France multiculturelle. Quand vous vous intéressez à fond au multiculturalisme, vous vous rendez compte qu'il ne peut fonctionner que sur une logique de bouc émissaire, à la René Girard. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Il y a forcément une asymétrie victimaire. Si vous voulez assimiler l'autre, surtout l'autre s'il est totalement étranger à votre culture, ce qui est le cas de l'immigration extra-européenne, vous êtes obligé de sacrifier quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la population majoritaire. Donc c'est la population que je défends sur la base des leçons que nous livre et nous délivre l'histoire. C'est que si on franchit cette ligne-là, les sociétés sont vouées à s'entre-déchirer. On reste avec vous, François Bousquet. Chers auditeurs, je vous annonce la suite du programme. On retrouvera Jean-Pierre Chauvin avec Richard de Sèze tout à l'heure à 8h09 pour parler de désindustrialisation. Restez avec nous. Pour l'instant, on poursuit sur ce thème du racisme anti-blanc. François Bousquet, avec ce livre, vous brisez aussi un tabou. On a du mal à justement parler de la population en distinguant la race blanche, les noirs, à nommer les choses. Il y a une certaine pudeur. Est-ce que vous pensez que cette pudeur-là, elle est aussi à l'origine de cette peur qu'on a de dénoncer le racisme anti-blanc? Parce qu'en fait, on n'est même pas autorisé à employer les mots qui nous permettraient de le faire. Non, ça en est presque fascinant. Parce que là, on est dans des logiques, vraiment, je le redis, religieuses, même si c'est une religion séculière, donc installée dans le siècle, sans officiant, en dehors des journalistes et des universitaires. On est hanté par ce mot, on le refoule. Or, le retour du refoulé en psychanalyse, ou pas seulement en psychanalyse, est toujours par définition violent, explosif. C'est ce à quoi on s'expose. On a retiré, mais presque sous un mode de conjuration, sinon d'exorcisme. On a retiré à l'unanimité le mot race de la Constitution. Donc c'est un mot qui nous fait peur. Or, la race est partout. C'est les indigénistes, les décoloniaux plutôt, parce que les indigénistes, c'est un phénomène plutôt français. Mais les décoloniaux, c'est un phénomène qui affecte la planète Occident, qui ont réintroduit la notion de race avec la question des racisés. Alors, ce sont des races imaginaires, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, en tant que journaliste, ça n'est pas le fond scientifique du concept race, c'est sa réalité sociologique. Bref, les représentations qui dominent le réel. Donc elle est partout, mais il est interdit, on ne l'apporte pas, on n'approche pas sans terreur, comme je le disais, dès lors qu'il est question de la population perçue comme blanche. Mais alors je dis bien perçue comme blanche, on est dans un univers, moi je parle de Molière, on est au cœur de la pièce Tartuffe ou l'imposteur. Ça nous fait peur parce qu'on sait qu'il y a un potentiel, mais je crois que chacun le sait. Parce qu'on est d'abord des animaux sociaux. Ça, c'est une conviction intime. Vous êtes dans le métro, vous savez qui est le lion, qui est le gnou. Tout le monde le sait. Je veux dire, les hommes, les femmes, on le sait tous. Et on sait très bien que à tout moment, ça peut exploser, qu'il y a un rapport de force. Moi, en réalité, je commence ce livre quand un jeune garçon me dit, de 20 ans, que je rencontre à la Nouvelle Librairie, il me dit, et vraiment j'en tombe de ma chaise, il me dit que lui c'était en 94 je crois, que dans la cour d'école il y avait une hiérarchie ethnosexuelle. C'est ce qu'il me dit, voilà, dans la cour d'école. Voilà. Et ce qui est bien dans les univers de l'adolescence, c'est que c'est des univers qui sont désinhibés par définition, ce qui n'est pas le cas pour nous adultes. Nous, on a un surmoi qui commande nos comportements, qui nous contrôle. Dans ces univers-là, il n'y a pas de filtre. Et il me dit, il y a une hiérarchie raciale et sexuelle dans la cour d'école. Vous vous rendez compte, si je dis ça à France Télévisions, je veux dire, par définition, on n'y sera pas invité, mais les masques tombent, mais aussi les murs. Voilà le réel, quoi. C'est le réel qui nous saute au visage, qu'on ne veut pas voir, qu'on occulte, qu'on refoule. Et je le redis, le prix du refoulé est toujours terrible, à titre individuel ou collectif. On finit par payer beaucoup plus cher tout ce qu'on a, tout le cadavre dans le placard. Et ce cadavre dans le placard, c'est la question ethnique qui va dans nos sociétés de plus en plus déculturées, acculturées. Ces sociétés-là vont être commandées par les logiques élémentaires. Qu'est-ce que sont les logiques élémentaires? Moi, je le regrette. Je suis le premier à le regretter. Je suis nouvelle droite. Donc, notre matrice, c'est Arnold Galen qui disait que l'être humain est un être de culture par nature. Donc, on n'est pas dominé par la biologie. On n'est pas dominé par la boucherie. Je veux dire. Mais dans des sociétés qui s'effondrent,
à la fois sur le plan symbolique, à tous les niveaux, eh bien, c'est des logiques instinctuelles. Et les logiques instinctuelles, c'est des logiques tribales. Et moi, je dis même que ces logiques tribales sont des logiques tripales. Donc, on est rattrapé par tout ce qu'on... on a joué avec le feu. On s'est livré à une expérience inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est créer une société multiculturelle en s'imaginant qu'elle allait fonctionner. Elle tient par l'argent, elle tient par la croissance, mais vient un moment donné où il y a des crises, où il faut passer à la caisse. Et tous ces problèmes-là nous sautent au visage. Et justement, pour rebondir un petit peu sur la question de Liselott, ce qu'on observe, c'est que on a d'un côté la gauche qui, pour le coup, a fait revenir la race dans le débat public, en tout cas, enfin peu importe, mais en tout cas l'expression du mot race dans l'espace public, et en fait qui effectivement a un droit assez impressionnant à l'utiliser, et qui l'a fait ressurgir donc aussi à droite, et voire à ce qu'on peut appeler droite, en tout cas la droite radicale même, et donc en fait qui réhabilite d'une certaine façon la pensée, en tout cas la pensée raciste dans le sens penser la question raciale à droite, ce qui n'existait plus à cause ou grâce à l'universalisme de centriste républicain quelque part qui avait effacé la couleur de peau. Mais je pense que l'universalisme est une imposture. La République se flatte d'être aveugle aux différences. C'est la formule presque consacrée aujourd'hui. La République naît en 1870. La première et la deuxième République sont éphémères, elles n'existent pas. La vraie République, c'est la troisième. La troisième est fondée sur la différence raciale. Je ne veux pas citer Jules Ferry, je veux dire, c'est l'ensemble du personnel républicain qui a la question raciale en tête. Même l'esprit des Lumières, en soi, on peut penser évidemment à Voltaire, à tous les... Alors après, on peut rentrer dans le détail, Voltaire et quantité d'autres, Montesquieu, etc., ont des mots qui aujourd'hui qui ne passeraient plus. Mais bon, il faut les contextualiser, donc on ne va pas leur reprocher. Où je veux en venir, c'est que moi je veux bien qu'on parle d'assimilation, d'universalisme, mais ça ne peut fonctionner qu'avec le même. C'est la grande hypocrisie républicaine repose là-dessus. Je veux dire, on a eu du mal à assimiler les Polonais. Beaucoup de mal. Dans les années 36, 37, 38, 39, on expulse... la remigration, la République l'a déjà faite. Mais bon, l'immigration italienne, espagnole, serbe, balkanique, et même polonaise, ça a été difficile avec les Polonais, se faisait sur des bases culturelles similaires. Donc dans un univers mental qui se comprenait. Comme disait Raymond Kopa, polonais, je redis, pour les Polonais, il y avait des aumôniers polonais qui venaient en France, parce que c'était une communauté qui était très étanche. Kopa disait quand même, le dimanche, on se retrouvait à la messe. Les Polonais, les Italiens et les Français. Voilà. Donc tout ça faisait des Français à la fin. Faisait le creuset républicain pouvait... républicain, on s'en moque après tout. Le creuset assimilationniste fonctionnait, mais on assimilait du même. C'est-à-dire qu'on occultait la différence. Et qui nous saute au visage. Donc non, jamais la République n'a été universaliste, sinon on pensait. Mais ça n'est pas du tout mon univers mental. Louis Dumont et quantité d'autres grands anthropologues, sociologues français ont fait des travaux sur la différence entre la France et l'Allemagne. Je pense que c'est une des erreurs et des grandes hypocrisies de la France de s'imaginer que tout le monde peut être français. C'est le mot de Montesquieu. Je suis français par accident et je suis homme par nature. C'est ce que dit Montesquieu. Les Allemands pensent différemment. Les Allemands pensent qu'ils sont d'abord Allemands en tant qu'Allemands et c'est parce qu'ils sont Allemands qu'ils sont des hommes. C'est plutôt la vision que je me fais des choses. Ça n'est peut-être pas la vôtre, Alexandre. Mais je pense, enfin, j'en sais rien. Pardonnez-moi. Mais je pense que c'est la vision qui ne triche pas. Voilà. L'universalisme triche. Oui. Et une dernière question, et je pense qu'il nous reste 5 minutes, c'est il y a certaines personnes, pour le citer, en l'occurrence Julien Rochdy par exemple, à droite, qui considèrent qu'il ne faut pas employer le terme de racisme anti-blond parce que ce serait une manière de victimiser et de quelque part d'inférioriser d'une certaine façon, en tout cas de placer en situation de victime le peuple autochtone français qui au contraire devrait se placer plutôt de manière dominatrice et un peu conquérante sur son propre sol de façon paradoxale. L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas de pointer un problème qui existe. Je connais bien Julien Rochdy. Il a contribué à Éléments.
Plus largement, nous sommes amis. Mais je suis en désaccord fondamental avec cette vision des choses. C'est passer à côté de la souffrance des victimes. Je parle de bonhommes de dur. Hein. Mais les types sont marqués à vie, quoi. Sont marqués au fer rouge. Hein. Une des maraudes du racisme systémique, c'est que les Blancs n'ont pas de problème pour ouvrir un compte en banque, trouver un travail ou un logement. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Nous, identitaires ou patriotes, on sait combien c'est difficile d'ouvrir un compte en banque. Hein. Et combien il est facile de perdre son boulot en s'affichant. Mais c'est pas important. Moi, les témoignages que j'ai, c'est que les types se réveillent la nuit, quoi. Ils se réveillent la nuit parce qu'ils se sont fait massacrer la gueule, hein, parce que leur tête a tapé le macadam. Hein. C'est ça le racisme systémique. Hein. Pour un garçon, c'est humiliant. Pour une fille, je sais pas, mais pour un garçon, c'est humiliant parce que ça touche à des questions d'honneur. Hein. Donc non, moi j'ai un témoignage d'un type Paul hein, qui devient Ibrahim avant de redevenir Paul, hein, qui est un lion populaire, hein, qui lui a épousé l'assimilation à l'envers pour se protéger précisément, quoi. Mais il en est revenu. Mais je veux dire, il est marqué, quoi. Et pourtant c'est un dur. Hein. C'est des types qui cognent. Hein. Mais vous mettez 20 à 30 ans à vous reconstruire. Hein. Donc me dire que c'est, comme le fait Julien, que c'est faux. Non, arrêtons. Quoi. Un témoin me dit, fille, hein, faut arrêter ces discours virilistes. Hein. Elle était à Montreuil, ses parents étaient d'extrême gauche et ont voulu, c'est un des rares cas où les parents n'ont pas triché. Donc ont mis leur fille à Montreuil dans le public, hein, c'est un réseau d'éducation prioritaire. Hein. Non, on ne peut pas se défendre, c'est ce qu'elle me dit, on ne peut pas se défendre. Hein. On voit sur Internet des discours nous disant ouais, défendez-vous, machin, etc. Non, quand vous êtes en 6e, à 11, 12, 13 ans, vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Hein. Donc c'est à nous, la société, de les défendre. Hein. Comment ? En parlant déjà. Pour répondre à l'objection de Julien Rochdy. Et ça n'empêche pas ensuite de ne pas tenir un discours victimaire. Je parle de la gauche Calimero, donc avec le Calimero avec sa coquille. Il ne s'agit pas de basculer là-dedans, simplement c'est de prendre en compte des types qui ont été brisés, voilà, et qui ne peuvent se reconstruire. Pour ceux qui se reconstruisent, hein, qu'en se politisant, et tant mieux pour nous, qu'en se radicalisant, et tant mieux pour nous. Mais c'est pas la majorité. La plupart des gens ne témoignent pas. Moi, j'ai un témoignage le plus terrible que j'ai. C'est un garçon qui revient en France, à Crépy-en-Valois, à 1 heure de Paris. Le type a intériorisé, il me le dit, un syndrome de Stockholm. Il s'est fait massacrer la gueule pendant 1 an. Massacrer la gueule, hein, j'ai des claques dans la tête, etc. Quoi. Et parce qu'il était blanc, quand même. Parce qu'il était blanc, dans un univers complètement remplacé, et bien il est devenu comme les racailles. Hein. Il a mis 20 ans à s'en sortir. Il s'en est sorti en 2015 avec les attentats. Donc non, parlons-en, parce que si on n'en parle pas, le phénomène va s'amplifier. Ouais, c'est peut-être la première étape, effectivement, et que les gens se sentent moins isolés, moins seuls. Alors, ils le sont peut-être dans leur quartier, mais grâce à Internet, aujourd'hui, c'est facile de se retrouver dans certaines communautés. Et puis, avec votre livre, vous allez poser des mots sur leurs mots, comme on dit. Donc, merci François Bousquet pour ce travail. Merci Alexandre. C'est le début, on l'espère, d'un grand mouvement d'enquête sociologique, François Bousquet. Souhaitons-le. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez donc retrouver cet ouvrage dès aujourd'hui dans les meilleures librairies, sur le site aussi, on imagine, de la nouvelle librairie. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite de François Bousquet. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre travail. Et puis on espère que les choses s'arrangeront.